Nous recevons l'invité sport de ce vendredi. On va parler d'abord des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce match que va livrer le Togo contre l'Égypte. Fodo, là-bas, a été libéré par son club. On sera également du côté de la France pour parler du PSG avec des discussions pour prolonger Neymar et Mbappé. Le football, toujours. Le FC Barcelone réclame 10 millions d'euros de trop perçus à Neymar. Nous en parlons tout de suite avec Henri Akodo de afriqueexpressport.net.com, c'est ça? .net. Bonsoir Henri Akodo. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis téléspectateurs. Le Togo, pour commencer. L'attaquant togolais d'Alain FC pourrait rejoindre le groupe des éperviers en préparation au Caire. Seul David Renen sera absent, retenu jusqu'à tout récemment par son club. Le joueur sera donc de la partie entre le Togo et l'Égypte les 14 et 17 novembre prochains dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Henri Akodo, est-ce qu'il y avait des difficultés pour que Fodo Laba soit libéré par son club? Oui, effectivement, Fodo Laba a été retenu par son club Al Ain au niveau des Émirats Arabes Unis. Il y a de cela quelques jours, il devait rejoindre les éperviers du Togo au niveau du Caire pour cette rencontre fatidique que le Togo va livrer demain. Et donc, il a été attendu, mais il n'arrivait pas, il n'était pas arrivé tôt. Déjà le mardi, les autorités togolaises, notamment les membres de la Fédération togolaise de football, ont intenté une action au niveau de la FIFA pour que le joueur, l'attaquant goléador togolais puisse être libéré et rejoindre la barque des éperviers du Togo. Il faut préciser que Al Ain sous-tend cette décision de la rétention de Fodo Laba par le protocole. Par une circulaire que la FIFA a éditée le 1er octobre 2020. Cette circulaire-là prétend que les clubs ne sont pas dans l'obligation pour cette compétition, pour la trêve internationale, à libérer les joueurs. Parce que nous savons que nous sommes dans une situation sanitaire assez compliquée et chaque pays avec ses normes sanitaires. Et donc, au niveau des Émirats Arabes Unis, si vous voyagez pour aller rejoindre notre pays, pour retrouver les Émirats Arabes Unis, vous devez observer au moins une quarantaine de 14 jours avant de reprendre vos activités. Donc, Al Ain craignait le fait que Fodo Laba, qui constitue un pion essentiel, un maillon essentiel de leur système, puisse être absent pour les matchs que Al Ain va disputer prochainement. Et donc, c'est sur cette base-là que Al Ain voulait retenir Fodo Laba. Maintenant, la fédération s'en est plaint au niveau de la FIFA parce qu'il y a une norme également de la FIFA qui précise que les clubs doivent libérer automatiquement les joueurs internationaux pour les mettre à la disposition de leur sélection quand, par exemple, besoin y est. Et donc, la FTF a tout simplement fait une demande au niveau de la FIFA. La FIFA qui a contacté la Fédération des Émirats Arabes Unis de football et les discussions se sont enclenchées. Et derrière, hier, Fodo Laba a rejoint les éperviers du Togo au niveau du Caire et il va s'entraîner tout à l'heure sur le coup de 19h au stade international du Caire pour préparer, pour peaufiner les derniers réglages pour cette rencontre fatidique que le Togo va livrer face au Pharaon demain. Est-ce que le club Al Ain a posé des conditions avant de le libérer? Finalement, il y a eu des compromis. Fodo Laba a assuré au club qu'il fera attention à lui, d'ailleurs qu'il fera tout pour ne pas contracter la maladie. La CAF a mis en place un protocole sanitaire bien défini pour ces rencontres. Les joueurs seront dans leur bulle et à ce niveau-là, il n'y aura pas de risque à ce que ces joueurs-là puissent être contaminés. Derrière, lorsqu'il va retrouver les Émirats Arabes Unis après ces deux rencontres face à l'Égypte, il va observer forcément la quarantaine de 14 jours parce que c'est la législation en vigueur au niveau de cette nation asiatique. Et donc, c'est vrai qu'il va coûter, il va manquer à son club qui a des compétitions phares à jouer,
Mais c'est la norme. Il devra véritablement se conformer à cela. Il faut également préciser que Fodolaba n'était pas le seul joueur africain qui était dans cette situation. Nous avons par exemple Jean-Evrard Kouassi, l'international ivoirien qui évolue en Chinese Super League dans le championnat de première division chinois. Et pour la petite histoire, le joueur s'apprêtait à rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire le lundi dernier pour préparer le match face au Madagascar. Finalement, dans son hôtel, il a été retenu, lorsqu'il descendait de son hôtel, il a été retenu sur le perron de l'hôtel par la police, parce que son club a dépêché les autorités policières pour l'empêcher de pouvoir rejoindre son pays. Parce que le club également a peur à ce qu'il puisse manquer véritablement à sa formation. Donc voilà un peu les soubresauts, les rapports tumultueux auxquels on a assisté pour ces matchs à élimination. Pour ces matchs des éliminatoires de la CAN 2021 entre les pays africains et les clubs asiatiques et occidentaux. Alors donc ce n'est pas tant peut-être le risque de contamination du coronavirus que ces clubs craignaient, mais c'est le risque de cette contamination sur justement l'effectif de ces clubs. C'est ce qui posait problème. S'ils sont contaminés, ils vont manquer alors que ces clubs ont des matchs à jouer. Effectivement, il y a deux choses. D'ailleurs, d'abord, les clubs craignent à ce que, comme vous le disiez tantôt, s'ils sont contaminés, ils vont observer des périodes de quarantaine et cela va influencer négativement sur les prestations des clubs. Pour prendre un exemple, Fodolaba, il est très déterminant. Pour son club, il a inscrit 17 buts la saison dernière en première ligue aux Émirats Arabes Unis. Et donc, vous convenez avec moi que c'est un élément essentiel du dispositif du club. Deuxième chose, si ces joueurs voyagent et jouent des matchs, même s'ils ne sont pas contaminés après les tests, ils vont devoir également observer des périodes de quarantaine. Et donc, ils vont manquer forcément à leur club. Voilà un peu les raisons qui sous-tendent un peu ces réticences qu'on est en train d'observer au niveau de ces clubs-là, qui ne veulent pas laisser ces joueurs venir rejoindre leur sélection. Il faut également préciser que, pour ma part, je pense que c'est la FIFA même qui a prêté flanc à ceux qui pourquoi à ces agissements de ces clubs, parce que la FIFA était claire là-dessus depuis des années. Nous savons que certains clubs ont des difficultés à laisser les joueurs avant pour qu'ils viennent jouer la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. La FIFA avait tranché depuis quelques années et la FIFA donnait la primauté aux sélections nationales lorsque ces joueurs-là devaient rejoindre leur sélection nationale. Maintenant, cette circulaire du 1er octobre, c'est ça qui a créé un peu la confusion. Elle était un peu ambiguë. Et cela a prêté flanc à ce que ces clubs-là puissent l'exploiter à satiété. Alors, Fodolaba, on voit donc qu'il est très important pour Al-Ain, mais les éperviers également tenaient à ce qu'il soit là parce qu'il est très important pour le 11 national. Il est très important pour le 11 national. Fodolaba, c'est l'un des maillons essentiels du 18 taille de Claude Leroy. C'est la pierre angulaire de cette ligne offensive des éperviers depuis la retraite internationale d'un certain Emmanuel Adebayor. Même si Fodolaba n'a pas encore marqué assez de buts avec la sélection, c'est quand même un élément essentiel. Cette saison, il a déjà marqué 3 buts et délivré une part décisive avec son club au niveau de Al-Ain aux Émirats Arabes Unis. Et donc, vous convenez avec moi que c'est quand même une figure de proue, une figure tutélaire de cette sélection togolaise qui a besoin d'engranger une victoire dans ces deux rencontres-là face aux Égyptiens, aux pharaons d'Égypte. Et donc, il était très important pour le staff technique de pouvoir avoir en son sein Fodolaba qui doit apporter sa plus-value à l'animation offensive de ces éperviers. Le Togo n'a pas droit à l'erreur demain, et face à cette formation des pharaons d'Égypte, le Togo est dernier de sa poule avec 1 point. Et nous retrouvons les Comores en première position avec 5 points, le Kenya en deuxième position avec 3 points, l'Égypte vient avec 2 points, le Togo 1 point ferme la masse. Et ces deux équipes-là doivent prendre des points. Le Togo n'a pas droit à l'erreur et donc le roi avait besoin de toute sa panoplie de joueurs offensifs pour pouvoir faire la différence. C'est vrai que nous avons Ilas Bebou au niveau d'Offenheim, Mathieu de Séville, Flo Daïté, Kevin Denke, le joueur de Nîmes en Ligue 1 française, mais Fodolaba reste la
pierre angulaire de cette équipe. Alors, est-ce que, bon, Fodo là-bas est là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui manquent à l'appel et qui risqueraient de manquer sur le terrain demain? Bon, il y a David Enen, le joueur belgo-togolais qui a choisi de porter la tunique de la sélection nationale togolaise, puisque sa mère est d'origine togolaise. Il va manquer à l'appel puisqu'il a été testé positif à la Covid-19. Il joue au niveau de Grenoble, en Ligue 2 française. Donc, il reste aujourd'hui le seul joueur qui va manquer à cette sélection. Maintenant, au-delà de David Enen, le Togo a quand même les arguments nécessaires, les ingrédients nécessaires à faire valoir face à cet ogre égyptien. Parce que cet ogre égyptien, il faut le souligner, l'Égypte, c'est quand même une grosse nation de football. L'Égypte a remporté 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations, un record d'ailleurs. L'Égypte a sur son territoire le siège de la Confédération africaine de football. L'Égypte a une histoire particulière avec la CAF parce que avec l'Afrique du Sud, le Soudan et l'Éthiopie, l'Égypte est le 4e pays qui ont contribué à ce que cette instance fêtière puisse être mise en place. Aujourd'hui, ils ont un joueur d'une dimension exceptionnelle en leur sein, Mohamed Salah, quel joueur fabuleux. Mohamed Salah qui est à 41 buts en 69 sélections avec la sélection égyptienne, même s'il n'est pas le record de buts dans cette sélection, parce qu'il y a un certain Oussama Hassan qui est à 69 buts. Mohamed Salah, aujourd'hui, pignon essentiel de l'Égypte, joueur de Liverpool, 8 buts en 8 matchs de première ligue cette saison. Il sera véritablement déterminant pour les Égyptiens. Vous avez d'autres, Mohamed El Neni, Ahmed Hassan, alias Trezeguet d'Aston Villa. Mais au-delà de ces forces-là, l'Égypte a quelques faiblesses qu'on pourra exploiter. Ils ont par exemple, au niveau de la ligne défensive, les 2 joueurs qui occupent la charnière défensive, notamment Ahmed El Ghazi et Ali Bader, qui sont des joueurs très athlétiques, 1m95 pour le premier, 1m93 pour le deuxième, mais ils sont très lents au niveau de l'animation offensive. Ils n'arrivent pas à gérer la profondeur donc le Togo pourrait exploiter à satiété ces aspects négatifs-là pour créer la différence. Maintenant, pour faire une grande sensation face à cette formation égyptienne, il va falloir être solide défensivement, être discipliné tactiquement, jouer tous les coups à fond. Il va falloir véritablement mettre en place un dispositif tactique en place pour contrecarrer les assauts, les vérités offensives de ces Égyptiens, mais également se révéler efficace en attaque. Je pense que le Roi va pouvoir aligner une équipe en 4-4-2 avec en pointe le tandem Fodolaba, Kevin Dinké, et sur les couloirs, les 2 fléchettes Mathieu Doucevi et Ilas Bebou. Dans l'entrejeu sera déterminant pour le Togo parce que sur les derniers matchs des éperviers du Togo, on a constaté des carences au niveau de la récupération. Maintenant, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans l'entrejeu, si les éperviers arrivent à mettre de l'intensité, de la détermination, de la fougue, ils pourront quand même mettre en difficulté cette machine égyptienne qui n'est pas véritablement une fougue de guerre parce qu'ils ont un entraîneur, Oussam El Badr, qui vient, il y a de là quelques mois, 1 an pratiquement, prendre en main cette sélection. Et depuis 2019, novembre 2019, l'Égypte n'a plus joué, alors que le Togo a joué en octobre dernier face au Soudan en amical, même si c'était 1 but partout. C'est dire que l'Égypte aujourd'hui n'a pas de certitude au niveau de son groupe, au niveau de sa cohésion de groupe, de la cohésion d'équipe. Oussam El Badri n'a pas encore une même mise sur cette équipe parce que c'est une équipe qui a souffert beaucoup de temps de jeu avec le coronavirus qui est passé par là, mais également avec ce manque de matchs internationaux qui n'ont pas pu jouer. Donc, voilà un peu les aspects sur lesquels le sélectionneur national Claude-Marie François doit pouvoir se baser pour créer la sensation. Il n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, depuis 4 ans qu'il est arrivé à la tête de cette sélection, même s'il a envie de mettre en place quelque chose de très positif au niveau du jeu, au niveau du style de jeu, les résultats n'arrivent pas à suivre. Le Roi doit jouer sa dernière carte pour permettre à cette équipe de battre l'Égypte. Alors finalement, c'est 2 équipes qui s'affrontent demain, Pharaon d'Égypte, Épervier du Togo. Ils sont un peu dans la même logique puisque les Éperviers ont 1 point dernier de la poule, l'Égypte a 2 points, les 2 ont l'impérieux devoir de gagner. Ils ont l'impérieux devoir de gagner, vous l'avez bien souligné. Ils ont véritablement l'obligation de pouvoir faire un résultat s'ils veulent continuer l'aventure dans ces éliminatoires pour aller décrocher un ticket
pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui va se disputer en janvier 2022, en janvier-février 2022 au Cameroun. Il faut préciser que l'Égypte aujourd'hui est 51e au classement FIFA, le Togo est 126e au classement FIFA. Sur ce levier-là, vous convenez avec moi que l'Égypte part largement favori dans cette rencontre, sauf que au niveau de l'Égypte également, ce n'est pas la grande santé, ce n'est pas la grande forme. L'Égypte, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il a été battu en quart de finale à domicile face à l'Afrique du Sud, l'Égypte est en manque de repères, l'Égypte est en perdition, et cette formation a à cœur de se racheter face à une équipe des éperviers du Togo également, qui a véritablement la volonté de pouvoir renouer avec la victoire, de pouvoir renouer avec cette ambiance-là, de pouvoir être en symbiose avec le public sportif qui a perdu confiance en ces éperviers-là. Donc, ces deux équipes n'ont pas droit à l'erreur. C'est une rencontre qui tout double pour ces deux équipes. En tout cas, on aura assisté à une très belle rencontre. Vivement que les éperviers puissent sortir leur épingle du jeu, même si ils ne partent pas favoris, parce que, devoir de mémoire, le Togo a joué 2 fois à l'Égypte, sur le plan historiographique, et le Togo a perdu 2 fois en amical, notamment en 2012, 3-0, en 2017, 3-0. Donc c'est dire que les éperviers, en tout cas a priori sur le papier, ne partent pas favoris, mais le football se joue sur des leviers très précis. Le football se base sur des valeurs cartésiennes. Le football se joue sur l'état d'esprit, la fraîcheur physique, les arguments technico-tactiques. Je pense que si le roi et son groupe arrivent à pouvoir mettre en place quelque chose de solide, le Togo peut créer la sensation. Surtout que nous avons à notre sein un joueur, Diène Dakonal, qui a eu à faire ses preuves au niveau, bien évidemment, de Getafe en Liga espagnole. Il a terminé 2 fois dans le 11 type de ce championnat espagnol. Il a muselé à plusieurs reprises des grands joueurs de ce monde, notamment Ronaldo lorsqu'il évoluait au Real Madrid, Lionel Andrés Messi. Ce n'est pas Mohamed Salah, serial buteur, technicien fin, un joueur qui a la dextérité nécessaire pour pouvoir créer la sensation qui va pouvoir l'effrayer. Et puis, dernière question, quel est l'état d'esprit aujourd'hui au niveau des éperviers? Je lisais en préparant cette émission Claude Leroy qui disait qu'il n'a jamais eu autant de plaisir à entraîner une équipe comme celle des éperviers. Bon, il prend du plaisir, mais on n'a pas les résultats. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Quand j'ai écouté le message fort du technicien Breton des éperviers du Togo, j'étais vraiment ému parce que le roi, c'est pas quand même un petit nom, c'est quand même un grand entraîneur qui a eu entraîné un peu partout en Afrique, le Cameroun, le Sénégal, et donc lorsqu'il parle aujourd'hui en bien de cette sélection, c'est quand même quelque chose, même si derrière, il a fait le constat, le Togo n'arrive pas à gagner. Mais je pense aujourd'hui que l'état d'esprit dans cette sélection nationale des éperviers du Togo est bon enfant. Il y a une bonne ambiance, il y a des joueurs qui sont déterminés, qui sont gonflés à bloc, notamment le capitaine Diène Dakonal Ortega. Moi, j'ai vu sur une vidéo, il était ensemble avec d'autres cadres de la sélection, Freud Haïté, Mathieu Dosevi, Ilas Bebou, Simon Begnon, Steve Lawson. Il discutait avec le sélectionneur national. J'aurais appris auprès du TMO, du Team Manager Officer, M. Augustin Amégan, que ce sont des joueurs qui se parlent entre eux. Avec cette période de latence qu'on a connue, ils se parlaient toujours, ils avaient cet objectif en tête, ils voulaient véritablement mettre tout en place pour déplacer la montagne égyptienne pour ces 2 rencontres fatidiques pour les éliminatoires de la CAN 2021. C'est dire quand même qu'il y a un bel état d'esprit dans ce groupe. Derrière, il y a également d'autres jeunes joueurs qui sont en train de rentrer dans cette sélection. Vous avez le jeune joueur qui évolue au niveau de Wafa. Il a 16 ans. Josué Doké, c'est un attaquant qui est promu à un très bel avenir. Il est entouré par ses grands frères. Ils se parlent. Donc, c'est dire que les éperviers savent véritablement qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et donc, dans l'état d'esprit, je pense que le groupe, pour le moment, sur le plan sur ce qu'on est en train de voir, en tout cas depuis l'Égypte, depuis quelques moments, je pense qu'ils sont quand même ragaillards, ils sont quand même déterminés, ils sont gonflés à bloc
pour aller surprendre les Égyptiens. En tout cas, ce que nous, on peut leur souhaiter pour demain, c'est allez les éperviers. On est derrière vous. On va évoquer rapidement les deux derniers sujets. PSG, interrogé par le média officiel du club, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que les discussions avaient déjà débuté pour les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar, finalistes de la Ligue des Champions. Le PSG n'a pas vraiment entamé sa saison sur de bons auspices, entre un mercato compliqué par une situation économique délicate et un potentiel conflit entre les dirigeants du club et le coach. Des discussions donc sont ouvertes sur la prolongation pour Mbappé et Neymar, les deux. Est-ce qu'ils arrivent au terme de leur contrat? Leur contrat, a priori, prend fin en juin 2022. Et donc, aujourd'hui, la question de la prolongation se pose avec acuité. Et Leonardo, il était face aux médias officiels du club la fois dernière. Il a eu quand même à le dire sans embâche. Aujourd'hui, l'ambition, elle est claire. Le PSG veut garder ces deux mastodontes, ces deux grands joueurs, ces deux figures de proue qui sont véritablement les grosses écuries de ce projet qatari, ce grand projet qatari qui véritablement veut faire du PSG un grand club du monde, un grand club qui peut gagner la Champions League, même s'ils ont fait une finale de Champions League cette saison, ils n'ont pas réussi. Et donc c'est dire aujourd'hui que le PSG ne veut pas lâcher ces joueurs-là, et donc ils sont en pleine négociation, ils sont en pleine tractation avec les différents représentants de ces joueurs afin de pouvoir paraphrer un nouveau contrat. Parce qu'il faut savoir que si d'aventure ces deux joueurs partent aujourd'hui, Paris va rentrer dans un nouveau cycle, parce que aujourd'hui trouver ces joueurs de la trempe de Neymar et de Mbappé, ce n'est pas évident. Il faut rappeler qu'ils sont arrivés dans cette formation il y a 3 ans, en 2017. Neymar qui a été transféré de cette formation du FC Barcelone à 222 millions d'euros au PSG, et Mbappé qui a été transféré de Monaco au PSG à 180 millions d'euros. Ce sont les deux gros salaires de cette formation. Neymar qui touche mensuellement la somme astronomique de 3,60 millions d'euros, alors que Mbappé, de son côté, touche la somme faramineuse de 1,9 million d'euros. Donc, c'est dire que leur somme également, leur masse salariale, elle est assez significative. Mais malgré ça, le club parisien veut toujours garder ses joyaux, et cela passe par une prolongation. Et qui dit prolongation en matière de football aujourd'hui dit forcément une incidence majeure sur les conditions salariales, avec 7 ans de coronavirus qui véritablement a influencé, impacté négativement la santé financière des clubs. Si le PSG est dans une dynamique de prolongation de ses joueurs, c'est dire que les Qataris ne sont pas pour le moment découragés par rapport à leur projet. Ils sont toujours déterminés à aller atteindre leurs objectifs. Entre Neymar et Kylian Mbappé, on savait qu'à une époque, Neymar voulait vraiment partir, retourner par exemple au FC Barcelone, en tout cas quitter le PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, cette envie de départ a disparu? Kylian Mbappé également veut découvrir d'autres horizons. Est-ce que les discussions s'annoncent compliquées? Je pense que pour Neymar, a priori, les discussions ne s'annoncent pas très compliquées, parce qu'il bénéficie d'une condition salariale assez intéressante, assez honorifique. Et donc, à ce niveau-là, Neymar, il avait des envies de départ il y a là, quelques années. Il voulait retourner au FC Barcelone. Mais avec la situation financière assez délétère, assez déficitaire de ce club catalan, Neymar s'est rangé tout de suite, et il sait très bien qu'il ne pourra pas véritablement retourner au niveau du FC Barcelone. Et il a déclaré récemment dans une interview, dans un entretien qu'il a accordé à un média français, qu'il veut rester dans le club parisien. Il veut véritablement s'impliquer davantage pour permettre à cette formation-là de pouvoir atteindre ses objectifs escomptés. Maintenant, de l'autre côté, Kylian Mbappé, sa prolongation au niveau du PSG, je pense que les décisions s'annoncent très compliquées, parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a 22 ans, si je ne m'amuse, et il a cette envie-là de pouvoir
rejoindre un grand club, une grosse écurie européenne, à part le PSG. Nous savons, à l'image de Liverpool, même le Real Madrid qui avait depuis plusieurs années un plan pour pouvoir attirer Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ne serait pas très fermé à ce plan-là. Donc, c'est dire que par rapport à Kylian Mbappé, qui a envie de pouvoir découvrir autre chose, de pouvoir étoffer son palmarès avec des titres, de pouvoir écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de ce grand club qu'est le Real Madrid, 13 fois champion d'Europe. Je pense que Kylian Mbappé, l'international français, en tout cas, Leonardo aura beaucoup de difficultés à pouvoir le convaincre à y rester. Troisième sujet, on va y aller très rapidement. Le FC Barcelone réclame 10 millions d'euros de trop perçus à Neymar. Expliquez-nous. Oui, 10 millions de trop perçus à Neymar. Le FC Barcelone a intenté une action judiciaire contre le prodige brésilien, prétendant qu'il n'a pas pu retenir les sommes appropriées sur les salaires du joueur pour payer les impôts à la fiscalité espagnole lorsque Neymar évoluait entre 2013 et 2017 dans cette formation. Concrètement, les Catalans disent qu'ils se sont trompés sur les sommes qu'ils devaient prélever à Neymar pour pouvoir payer la fiscalité espagnole. Et donc, à ce rythme-là, pour le moment, Neymar et son entourage n'ont pas encore réagi à cette affaire, mais concrètement, moi je pense que les Catalans, en tout cas, ils se sont tout simplement trompés, ils le disent, mais je pense qu'ils ont tort parce que avec une telle somme, en tout cas, il fallait faire attention pour faire les choses avec minutie. Il fallait être méticuleux sur les détails afin de ne pas laisser échapper véritablement ces sommes-là. Henri Akodo, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi. Nous partons maintenant pour la pause et on revient derrière pour Regard croisé.